Donc, nous reprenons avec la revue d'actualité de l'OSIR, qui commence comme chaque fois par la revue des vulnérabilités Microsoft, enfin vulnérabilités dont Microsoft. Alors là, en fait, exceptionnellement, j'ai mis le bulletin d'avril et de mai, parce que du fait des jours fériés, nous avons décalé notre mardi de l'OSIR qui aurait dû avoir lieu la semaine dernière à ce mardi. Donc j'en ai profité pour mettre aussi le bulletin de mai, donc on verra juste après. Avril, tout petit bulletin, juste un seul bulletin concernant Windows Defender, donc l'antivirus de Microsoft. C'est quand même assez embêtant. Oui, mais c'est comme tous les autres antivirus, donc il n'y a pas vraiment de surprise. Une exécution de code, alors ça c'est rigolo parce que c'est à l'ouverture d'un fichier rare, donc les archives rares. Ça arrive pas souvent, quoi. Et parce qu'en fait ils utilisaient une vieille librairie qui datait d'il y a super longtemps, qu'ils avaient donc open source je crois, qu'ils avaient réutilisé dans leur moteur pour lire les fichiers rares, les archives rares. Et donc voilà, il y a une exécution de code dedans. Et on en reparlera tout à l'heure parce qu'il y a la même vulnérabilité dans 7-zip. Concernant le bulletin de mai qui est un peu plus chargé, donc bon, comme d'habitude, des exécutions de code sur Internet Explorer et Edge, toujours un certain nombre de vulnérabilités en commun, ce qui prouve encore une fois que les deux navigateurs ne sont pas si différents que ça. Ou alors la même personne a refait les mêmes erreurs 10 ans après. C'est une autre possibilité. sauf que ce sont vraiment les mêmes vulnes. Donc, vulnérabilité Hyper-V, donc ça c'est intéressant, c'est une exécution de code sur l'hyperviseur, donc ça c'est toujours bon à prendre. En plus là c'est avec Virtual SMB, donc on peut le faire depuis le réseau, c'est assez sympathique. Bon, vulnérabilité Exchange, je passe, ça n'a pas forcément trop d'intérêt. Ça c'est pas mal, donc Host Compute Service, c'est le service qui vient avec Windows 10 qui permet de faire de la containerisation. Et donc il y a une vulnérabilité d'exécution de code, donc là aussi ça peut être intéressant parce qu'on peut sortir donc, du conteneur. Bon, scripting. Ah oui, celle-là est rigolote. Donc Scripting Engine, qui est le moteur de scripting à la fois JavaScript mais aussi Visual Basic. Il y a une vulnérabilité qui permet d'exécuter du code depuis Visual Basic. Alors on va dire oui, c'est idiot parce que Visual Basic on exécute déjà du code. Mais là c'est vraiment exécution de code type buffer overflow. Et donc en fait vous avez un code d'exploitation ici qui permet d'arriver en fait enfin là c'est pas une exécution de code, là c'est un plantage. Mais je ne sais pas si ça a vraiment un intérêt d'exécuter du code. Ah bah, Peut-être en modifiant les paramètres d'un script. C'est sûr que quand tu écris n'importe quoi dans un langage, si tu arrives à le faire planter, c'est exceptionnel. Hein. Ça, c'est de l'info, ça. En termes d'exploitation. C'est pas chez BFM. Hein, en termes d'exploitation, je ne sais pas si ça a vraiment un intérêt. Moi, je suis sûr que c'est un script auquel tu passes des paramètres, mais tu peux pas modifier le script. Ça peut te permettre d'exécuter. Peut-être. Après, c'est quand même un cas un peu particulier, donc je sais pas. Office, bon voilà, comme chaque mois, des exécutions de code à l'ouverture des différents fichiers Office. Windows, je passe. SharePoint, je crois que les élévations de privilèges sont principalement des XSS, mais à vérifier. Quelques vulnérabilités noyaux, dont ces deux-là qui sont exploitées dans la nature. Sous-entendu, si vous n'avez pas mis en place les correctifs, dépêchez-vous. Encore des vulnérabilités noyaux, dont encore une exploitée dans la nature. .NET, bon je passe. Il n'y a pas grand chose de vraiment très très rigolo ce mois-ci sur Microsoft. Si ça je connaissais pas du tout Azure IoT SDK, donc un SDK pour développer des objets connectés, comme on a vu le label tout à l'heure, et donc qui est vulnérable à une fuite d'informations. Donc bon en soi c'est pas ultra critique, mais et c'est terminé pour Microsoft. Une vulnérabilité noyau sous Linux qui permet de faire de l'élévation de privilèges locales. Le seul point amusant, c'est qu'elle est présente depuis 8 ans. Ouais, l'auteur de GRSec a quand même dit si vous voulez voir toutes les vulnérabilités patchées silencieusement en matière de sécurité dans le noyau Linux, regardez le changelog de GRSec tous les mois et vous aurez une idée. Il y a aussi les correctifs Amazon qui sont très intéressants parce qu'ils détaillent vraiment toutes les mises à jour de sécurité. Ça peut être intéressant pour essayer de trouver des vulnérabilités non caractérisées comme sécurité. WebEx, ça c'est pas mal. Exécution de code à distance, en fait il y en a deux. La première, c'est en vous envoyant une invite de réunion WebEx avec un fichier Flash, et on peut arriver à une exécution de code à partir de l'applet Flash. Et le deuxième, alors c'est un petit peu tordu, c'est si quelqu'un vous envoie un format spécifique à WebEx qui est un enregistrement audio je crois que vidéo aussi, de réunion WebEx, donc c'est le format ARF, vous avez pareil une exécution de code à l'ouverture de ce fichier.
Enfin bon, Webex, il y a pas mal de vulnérabilités. Moi, je recommande dans une VM. Déjà que ça marche pas comme ça. Ah, ça marche mieux dans une VM, parce que tu peux installer tout ce que tu veux, sans difficulté, sans risque. Bon, ça c'est rigolo, wget, une injection de contenu. En fait, il est possible au serveur de changer le cookie d'un autre domaine que celui qui correspond au serveur. Je vois pas trop quelle est l'exploitation qu'on pourra avoir, mais bon, voilà, c'est toujours marrant de voir ça dans ce type d'outil. 7zip, on en a parlé tout à l'heure, donc l'exécution de code à l'ouverture d'un fichier rare, solide. C'est la particularité. C'est pas un fichier rare normal où tous les fichiers sont séparés, c'est un fichier rare où tu as une archive continue comme un seul fichier, et puis la compression par-dessus ça, comme du TarGZ. Ça aussi c'est plutôt rigolo, mais c'est pas aussi rigolo qu'on pourrait le penser. Donc le générateur de nombres pseudo-aléatoires de Linux aura une certaine faiblesse, en particulier à l'initialisation du système, donc vraiment au démarrage. Après la randomisation devient suffisante, mais par contre en termes d'exploitabilité ça paraît très très compliqué à exploiter. eFail, je sais pas pourquoi tout le monde m'a demandé d'en parler alors que bon. En fait, on a beaucoup parlé, donc on ne peut pas vraiment faire l'impasse. Il y a eu une grosse communication de la part de l'IFF, Electronic Frontier Foundation, qui disait attention, n'utilisez plus PGP, c'est dangereux, on recommande d'utiliser Signal par exemple. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des chercheurs qui ont trouvé un vecteur d'attaque qui est fonctionnel sur PGP et sur SMIME. Le principe, c'est que les mails ils peuvent être de type multipart, on peut avoir plusieurs parties dans un mail. Et si on a accès, par exemple en faisant une attaque d'interception réseau ou si on accède à une boîte mail, on peut modifier en fait le mail pour ajouter des parties qui sont non chiffrées et garder la partie chiffrée au milieu. Lorsque le client mail va lire le message, il va réordonner les parties, il va déchiffrer la partie en clair. Et comme on le voit dans l'exemple, ils ont trouvé un vecteur qui est relativement simple. Et si en plus on a la visualisation HTML des emails qui est activée, on peut exfiltrer le contenu déchiffré du message. Donc ça demande quand même à intercepter le trafic, sachant qu'aujourd'hui le SMTP c'est plutôt SMTP-S. Donc il faut réussir à intercepter. C'est quand même intéressant à mon sens, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui font du PGP parce qu'ils se disent voilà, j'ai un provider d'email qui est dans le cloud, qui est Gmail, qui est Office 365, donc je fais du surchiffrement pour que même le gouvernement, s'il a accès à ma boîte mail, ne puisse pas lire mes emails. Or, il se trouve qu'avec ce vecteur d'attaque, si tu as un accès en lecture en modification à des emails, tu peux retrouver le contenu en clair. Voilà. Après, il y a eu tout un tollé parce qu'effectivement, c'est des choses qui sont connues depuis 17 ans, qui ont été corrigées dans un certain nombre de clients, pas tous. Mais du coup, c'est relativement difficile à exploiter. Je crois que c'est corrigé dans Enigmail depuis 8 mois. Donc voilà, il y a eu un peu trop de buzz, donc ça s'est un peu retourné contre les chercheurs, mais néanmoins, c'est un vrai vecteur d'attaque. Et le problème, c'est, à la source, si j'ai bien compris, en tout cas pour PGP, c'est que lorsque l'intégrité du message n'est pas validée, il y a un warning qui est émis. Et c'est pas une vraie erreur ou un vrai fail et ça stoppe pas le déchiffrement du message. Ça met juste un warning. Donc certains clients email qui utilisent des modules PGP vont afficher le message quand même alors qu'ils devraient dire non, il y a une modification de l'intégrité donc j'arrête tout déchiffrement. Donc il y a un vrai problème à la base, c'est juste que ça a été un peu monté en épingle. Le deuxième truc, j'ai pas compris. Une deuxième attaque plus compliquée avec un clair connu. Ah oui, en fait, c'est que si tu arrives à injecter dans le chiffré une balise HTML, mais qui, quand elle sera déchiffrée, donnera une vraie balise HTML, tu peux réobtenir la même attaque. C'est un petit peu chaud. Ça utilise le fait que si c'est chiffré avec CBC, c'est-à-dire en fait chaque bloc est chiffré indépendamment. C'est forcément du CBC avec SMIME. Bah, en CB, ça marche pas parce qu'en fait au CB, tu utilises le résultat du bloc précédent pour faire ton bloc suivant. Et donc en fait, mais c'est un peu chaud cryptographiquement pour exploiter ça. Je sais pas si c'est clair, mais en gros, c'est que vous arrivez à faire un contenu binaire qui, une fois qu'il sera déchiffré, donnera une balise HTML qui obtiendra le même résultat que l'attaque précédente. Enfin, faut réussir à le faire, quoi. En tout cas, le premier fonctionne. La première attaque fonctionne. Le deuxième, c'est un peu plus compliqué. Ensuite, VMware, évasion de machines virtuelles. Donc ça, c'est la publication d'un article qui détaille la vulnérabilité qui a été exploitée durant la compétition Pwn2Own en fin d'année dernière. Donc là, ça utilise l'émulateur USB. Et l'article, donc il y a tout le code, tout l'article détaille toutes les étapes avec le code d'exploitation, c'est hyper intéressant. Et ça explique qu'il est vraiment difficile d'émuler du matériel sans commettre d'erreur. Le deuxième, oui, ça fait pas mal de bruit, mais en fait, c'est que sur Azure, sur les VM Azure, il est possible de mettre tout un tas de plugins.
ils ont un plugin qui s'appelle VM Access qui permet en gros de faire un password recovery, pour faire simple. C'est-à-dire que si vous plantez votre VM, si vous avez oublié le mot de passe ou quelque chose comme ça, vous avez la possibilité de récupérer quand même un accès à la VM. Et donc en fait, le mot de passe, réellement, il est stocké sur la VM et il est chiffré avec un certificat qui est dans le magasin, enfin avec la clé privée d'un certificat qui est dans le magasin de certificats du Windows. Donc si vous arrivez à prendre le contrôle de la machine, si vous élevez vos privilèges, vous avez accès au magasin de certificats, vous pouvez extraire le certificat et déchiffrer le mot de passe. Donc si on s'arrête juste au titre, effectivement, ça paraît catastrophique, mais dans les faits, bon. Ça c'est beaucoup plus drôle. Pas mal de routeurs fibres sont vulnérables à une exécution de code à distance. Donc en fait sur Shodan, si vous regardez des routeurs potentiellement vulnérables, vous en avez un peu plus d'1 million. En gros, c'est simplement que depuis Internet, on a accès au portail d'administration. On peut contourner le portail d'administration très simplement en rajoutant point d'interrogation image à l'URL. Et après, donc là, on accède aux fonctionnalités, dont une fonctionnalité de diagnostic qui est un ping. Et le ping, quand on met d'IP, c'est tout simplement passer en ligne de commande. Donc on met d'IP, point virgule, une commande, et ça exécute la commande, et voilà. Et donc potentiellement, vous pouvez prendre le contrôle de 1 million de routeurs sur Internet. C'est principalement en Amérique du Sud et je sais plus. Au Mexique, au Kazakhstan, au Vietnam, en Russie, Ouais. au Nigeria. Voilà, ça fait un joli botnet si vous avez besoin de... Fibre, au Nigeria. Mais il y avait des chercheurs qui avaient fait ça au Brésil il y a quelques années, je sais pas, 2012-2013, qui avaient compromis des centaines de milliers, voire millions de routeurs juste pour scanner Internet. Et en fait, et ça s'appelait... Genre, non, mais genre Scan Internet 2012, et sur le site Internet, il y avait en fait une archive de plusieurs terras qui était le résultat du scan de tout Internet. Bon, ça c'est des routeurs, bon, c'est classique, hein, des routeurs avec des mots de passe codés en dur. Ce qui est moins classique, c'est que donc, une branche du GCHQ anglais, qui est la National Cyber Security Center. En fait, c'est juste c'est pas plutôt l'équivalent des services de de la renseignement anglais. DGSE? Oui, mais en fait, ça c'est une branche qui dépend du GCHQ et qui a fait une annonce comme quoi donc il y avait un risque national, un risque sur la sécurité de la nation par rapport à ces routeurs. Parce que ces routeurs sont utilisés chez plein d'opérateurs. Je vais essayer de le prononcer. Guttebruck, qui est un constructeur de caméras de vidéosurveillance qui sont déployées quand même dans un endroit particulièrement sensible, et ces caméras sont vulnérables à des exécutions de code à distance. Et il faut regarder l'article. Donc un de mes consultants, là, qui est Pépito, a participé donc à la trouvaille de ces vulnérabilités. Et encore une fois, c'est exécution de code sans authentification triviale, c'est à pleurer. Et malheureusement, en plus, les firmware sont utilisés dans plein d'autres caméras. Donc, j'aurais dû mettre un petit drapeau. Ensuite, Juste ça, c'est un peu survendu. En fait, il y avait des vulnérabilités dans le système infotainment, donc effectivement tout ce qui est téléphone, GPS. Par contre, les chercheurs n'ont pas réussi à passer sur la partie CAN et du coup aux organes vraiment vitaux de la voiture. Enfin, ils n'ont pas essayé. Ah, donc c'est pas bon quand on dit accès au bus CAN? Non. Enfin, moi, de ce que j'ai lu, ils disaient attention, ça pourrait être dangereux, donc on l'a pas fait, on s'est arrêté là, mais des méchants pourraient le faire. C'est ce que j'ai lu de l'article. Ou alors c'en est un autre, mais sur Volkswagen. Enfin, Je pense qu'il y en a qu'un seul. Oui. C'était des. Non, c'était pas Audi. Non, c'était Volkswagen. Non, c'était Volkswagen, oui. Ensuite, donc depuis quelques mois, là, c'est la fête au CPU, pour reprendre sur la fête à Macron, là, avec je sais plus quelle politique qui a dit qu'il y avait une faute de grammaire. Donc pas mal de vulnérabilités sur les CPU. Là encore, comme on l'a déjà vu plein de fois, dès qu'un nouveau périmètre de sécurité est étudié, qu'on trouve une ou deux vulnes, plein de chercheurs commencent à regarder et trouvent des tas de vulnérabilités. Donc il y en a plein. Il y a Branch Scope, donc ça c'est les collisions sur les prédictions de branchement. Spectre NG, donc c'est 8 vulnérabilités apparemment sur les CPU du type de Spectre. Et dernière en date, qui date d'il y a quelques jours, concernant le fait de changer le pointeur de pile, qui apparemment, en fait, quand on set le pointeur de pile, ça stoppe les appels aux interruptions, et dans certains cas, il est possible d'injecter du code qui sera exécuté en range 0, c'est-à-dire vraiment avec les droits et les privilèges les plus élevés. Du coup, ça touche tous C'est les constructeurs. Étoile. Là, de AMD, Intel, il y a 32. Et quoi? Il y a 32. Tous les OS qui ont un chip qui implémente un code compatible Intel. D'accord. Ah oui, donc ça fait beaucoup de monde, quoi. Et c'est pas une erreur d'implémentation de... C'est une fonctionnalité.
Du code, non, soyons honnêtes. C'est décrit comme une fonctionnalité. C'est une documentation qui est écrite comme de la merde. Ah mais c'est documenté depuis longtemps et c'est utilisé depuis très longtemps pour de l'anti-debug par contre. Ça fait 10 ans que c'est utilisé pour de l'anti-debug, c'est ce comportement-là. Et c'est juste que les mecs ont trouvé que les kernels n'avaient pas pris ça en compte. Mais par contre en userland c'est super utilisé plus maintenant. Mais c'était utilisé ce comportement-là documenté pour de l'anti-debug. Et on peut se demander qui l'a utilisé pour de l'élévation de privilèges depuis des années, parce que c'est quand même assez connu. Il y a, sur No Limit Sécu, il y a une interview de c'est Jean-Jacques Keystarter, qui est un cryptologue belge, où en fait justement il parlait donc de pas mal de choses, dont le fait qu'il y a 20 ans, ils avaient déjà connaissance de ces familles de vulnérabilité et savaient qu'un jour ça ressortirait. Donc je vous recommande cette interview. Je crois que c'est Nico qui l'a faite. Donc oui, la question c'est, ça fait 20 ans que ça existe, ça fait 20 ans que potentiellement ça est exploité, qui l'aura exploité? Puis c'est relativement discret à exploiter. Oui. La question qu'on est en droit de se poser, c'est de la part d'Intel, qui est quand même le concepteur de cette architecture, est-ce que cette erreur monstrueuse de la documentation est une dissimulation ou de l'incompétence? Tu ne sauras jamais. C'est quand même difficilement excusable pour quelque chose qui est aussi important qu'une instruction qui est utilisée dans le traitement d'interruption. Oui, ils s'en foutent. Jean-Jacques ne parlait pas de ce cas-là. Jean-Jacques Cuscotter, il parlait de Prédiction de branchement et... Et ce qu'il expliquait, c'est que la vulnérabilité avait été parfaitement comprise, mais que si on cherchait à s'en protéger, on ne pouvait plus respecter la loi de Moore. Et donc il y avait eu une décision marketing au sein d'Intel de prendre les risques de ce qui ont donné Meldon et Spectre volontairement pour continuer à réussir des optimisations dans le processeur qui permettaient de rendre toujours opérante la loi de Moore qui veut qu'on double. Voilà. De toute façon, sur le marché, la réalité elle est où hein? Tout le monde continue à acheter de l'Intel et de l'AMD. Et tu n'as pas le choix. Donc on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Combien il y a eu d'attaques là-dessus hein? On ne sait pas. Voilà. De toute façon, s'il y avait des pirates, ça se saurait. Bon, non, mais il y aura peut-être d'autres vulnérabilités dans les mois qui viennent. Il y a le code Windows maintenant. Oui, les codes en fait, dans quasiment chacun, vous avez, donc pour celui-là, vous avez le code d'exploitation. Ça, je crois pas. Et celui-là, il y a les explications, mais il n'y a pas le code. Code d'exploitation uniquement pour le dernier. C'est déjà pas mal. Alors ça, on en parlait tout à l'heure. Android. Donc une des problématiques avec les systèmes, c'est les mises à jour de sécurité. Encore plus sur Android et encore plus parce qu'un certain nombre de constructeurs fournissent des fausses mises à jour, c'est-à-dire incrémentent les compteurs, disent que certaines CVE sont corrigées alors que pas du tout, ou changent juste la date de l'OS mais sans changer son contenu. Et donc il y a des chercheurs qui se sont amusés à faire une vérification sur je crois, 2 ans quasiment des mises à jour de sécurité, enfin des mises à jour et donc mises à jour de sécurité. Et en fait en gros ça c'est ceux qui font bien le travail et plus il y a de rouge, plus c'est pire. Il n'y a pas que ces constructeurs-là, il y a beaucoup de constructeurs, quand même pas mal de constructeurs chinois qui ne fournissent pas forcément toujours les mises à jour de sécurité. Après, il ne faut pas oublier que, sauf erreur de ma part, si tu achètes ton téléphone chez un opérateur, c'est l'opérateur qui a la main sur le déploiement de la mise à jour. Et je serais très curieux de voir le même travail appliqué pour les 3 grands opérateurs français, parce que je pense que c'est encore plus foncé qu'en termes de couleur. 3. Il n'y en a plus 3 des opérateurs? Il n'y en a pas que 3? Il y a qui d'autre? À part Orange, Free. Ceux qui ont vraiment un Il y a réseau. 2 en fait. Orange, Free. Oui, voilà. Bon, éventuellement SFR. Oui, Beaucoup quoi? Bah, en fait, il y a des surcouches, c'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire, le problème, c'est pas la mise à jour de l'OS, c'est la validation entre les applis, la surcouche, l'OS venu de la part du constructeur et la mise à jour envoyée par Google. C'est ça tout le suivi. Je comprends bien, mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est au mieux. Si on a un téléphone qu'on a acheté chez un opérateur, c'est au mieux ça, et c'est sans doute un peu pire. Non mais c'est quand même pire de mentir sur les mises à jour que de ne pas mettre à jour. Tu ne mets pas à jour, tu sais qu'il y a des problématiques de sécurité. Là, tu as une fausse impression de sécurité. Enfin, ce que je trouve intéressant, c'est que tous les téléphones dans lesquels il n'y a pas les mises à jour ou des fausses mises à jour, donc des mensonges et pas donc le maintien en conditions de sécurité, ils n'auraient pas le label. Hein.
Donc comme ça, Mais c'est pas des comme objets ça, on connectés. pourrait voir quel téléphone acheter, parce que j'arrive pas bien à lire, c'est écrit trop petit. Le là. premier c'est Google Pixel 2, ensuite c'est Samsung Et Google J5. Pixel 2, ça existe Ouais, ça, après, ça, c'est ça, Samsung Samsung J3 et Wiko Freddy, les griffes de la nuit. Après, il faut signaler qu'il y a une initiative de Google qui s'appelle Android One qui vise à fournir des téléphones qui sont labellisés par Google, c'est-à-dire ils peuvent faire tourner la dernière version d'Android en même temps que les Nexus. Je crois qu'ils sont en train de modifier leur contrat pour obliger les fabricants à intégrer les mises à jour. Ouais, ils ont annoncé ça il y a 2 jours. Il y a ça, mais en tout cas, si vous achetez un téléphone qui s'appelle Android One, vous aurez tous les mois des mises à jour de sécurité. Aujourd'hui, même quand tu achètes un téléphone Samsung, Sony ou ce que tu veux, hors opérateur, oui, tu l'achètes normalement vierge, tu fais pas ce que tu veux. Et quand bien même tu voudrais virer les applis Google qui ne te servent pas, tu ne peux pas le faire non plus. Ah, mais je n'ai pas dit qu'on faisait ce qu'on veut, je dis juste il y a des téléphones qui sont labellisés, qui reçoivent tous les mois des patchs de sécurité Android. Ça veut le savoir. Ou sinon vous prenez juste des iPhones. Moi, je suis. Ouais, mais en fait, je veux un jack. Allez, next. J'ai un adaptateur. Ouais. Justement, on va en parler d'iPhone tout à l'heure. Alors, piratage. Alors, donc, si vous avez utilisé la librairie Python SSH Decorator, c'est dommage pour vous. Ça contenait une porte dérobée qui, en fait, renvoyait sur le site du développeur les clés SSH, mot de passe, IP, la totale. Qui n'est pas ultra discrète. Alors, c'est le pire. Parce que autant faire une backdoor, ok, mais une backdoor aussi peu discrète et aussi mal faite, parce qu'en plus, on le voit pas, ça sort en HTTP. Il sort même pas les données en HTTPS. C'est vraiment scandaleux. Elle est restée combien de temps? Quelques mois. Pourquoi s'emmerder? Quelques mois. Alors, ce qui est rigolo, c'est que le développeur réfute. Bien sûr. Mais il y a fait de quoi? Il s'est fait pirater. C'est pas Il s'est seul fait ou, pirater. enfin, Il s'est fait pirater, je le sais pas. Et alors bon, ce qui est rigolo, c'est que donc, il y a quelques mois, on avait parlé d'un article où une personne disait oui, j'ai fait un faux module pour Node.js, donc NPM, oui, qui contient une oui, backdoor je me rappelle. et je peux compromettre toutes vos banques, etc. grâce à ça. Donc c'était un scénario. En fait, ça s'est entre guillemets réalisé déjà avec ce module Python et aussi avec une vraie librairie Node.js qui par contre volait vraiment tous les cookies. Donc elle s'appelait GetCookies et l'objectif c'était de voler les cookies avec toutes les informations du site pour que ensuite la personne ou le développeur puisse se reconnecter et usurper l'identité. On va faire un sondage parce des qu'on clients. Faire un appel, du coup. on va faire un sondage parce qu'on se moque. Mais, qui développe des scripts dans l'assemblée, s'il vous plaît? Qui utilise du Python ou un autre langage, etc. Ok. Qui relie régulièrement à chaque fois qu'il y a une mise à jour d'une bibliothèque? Non mais personne ne le fait. Moi, je l'ai mis pas à Oui, jour. mais les bibliothèques, tu les relis toutes? Je les relis pas, moi j'ai un service qui s'occupe de ça. Et donc, Ah, mais attends, allez, Oui, on a oui, peut-être oui. 2 dans l'assemblée parmi tous ceux qui levaient la main. JP, il y a deux réponses à la problématique. Il y a la première, c'est si tu as les moyens et que tu es une grosse entreprise, il faut que tu qualifies tous les frameworks, les librairies que tu utilises. C'est très long, c'est coûteux, ça c'est si tu es gros. Et ça, c'est Après- notamment si ton métier, c'est de faire du développement. Oui, si tu es développeur. Après, l'autre aspect, c'est encore une fois la sécurité périmétrique. Ce genre de choses est censé tourner quand même sur un serveur, enfin, en tout cas pour la partie Node.js, c'est pour développer des serveurs applicatifs. Ton serveur, la bonne pratique, c'est qu'il soit dans une DMZ avec un firewall qui n'ouvre que les flux strictement nécessaires. Donc, même s'il y a une backdoor, Et c'est elle bien ne peut connu pas que les sortir bonnes les pratiques, données. elles sont appliquées en entreprise. C'est pour ça En qu'on tout fait cas- des labels. en tout cas, la problématique, enfin la réponse que tu peux apporter, c'est ça. Parce que personne, effectivement, ne va relire tout le code de toutes les librairies qu'il utilise. Au moins mettre un firewall sortant sur les postes de dev. Quoi. Voilà, c'est malheureusement les seules réponses que je vois là comme ça que tu peux apporter à ces problématiques-là. Non, mais plus on va aller vers ça, de toute façon, vers ces librairies, bibliothèques, alors Python, c'est grave, mais Node.js, tu Bah, ne feras rien contre ça. C'est peut-être plus grave, Node.js. Voilà, faut qu'on vire les développeurs. Puis en fait, tu connais souvent les modules de niveau 1 que tu utilises, mais tu connais pas toutes leurs dépendances. Bah oui. Mais les conteneurs de cœur, c'est pareil. Hein, je trouve ça... Ouais, bah ouais, Mhm. Il y a un vrai problème de confiance. bah c'est bien. Il faut faire un label. Labellisé. Pour aller jusqu'à la retraite. Pour aller jusqu'à la retraite. Alors ça, ah oui, c'est une solution non pardon, c'est une solution de contournement contre tout ce qui est sandboxing et anti-phishing. Et en gros, l'idée, c'est d'utiliser une vieille balise HTML qui faisait partie de ce que j'utilisais quand j'ai débuté le net, qui est Base, je sais plus où c'est, Base, voilà, c'est là, où en fait, au début de son site, on dit tous mes liens, voilà, tous mes liens seront préfixés par ce que je mets dans Base.
Et en fait, donc apparemment, les solutions de sandboxing ou de sécurité sont pas capables d'interpréter cette balise et de concaténer ça avec le lien qui est fourni, ce qui fait qu'on peut construire des liens malveillants qui ne seront pas validés par les solutions de sandboxing. Bon, intéressant. Et donc là, vous avez un petit tableau des solutions qui sont vulnérables et celles qui ne le sont pas. Vol de condensat, NTLM. vol avec un S, parce que là, il y en a 3. Ah oui, c'est vrai, c'est le même sujet. Du coup, l'idée, elle est simple. Hein. L'idée, c'est un attaquant externe envoie un document à une victime qui, lorsqu'elle l'ouvre, va accéder à une ressource exposée sur Internet et, du fait des fonctionnements internes de Windows, ça va tenter une authentification avec le mécanisme d'authentification SSO intégré à Windows. Et du coup, on va pouvoir, si on complémente ces attaques avec un outil de type Responder qui va se faire passer pour un faux serveur d'authentification, récupérer le condensat du mot de passe des utilisateurs. Donc ça, c'était le mois dernier, je crois que c'était au mois d'avril, une vulnérabilité qui a été corrigée et qui me permettait de le faire avec Outlook. Donc grosso modo, sans interaction utilisateur, hein, je reçois un email, il est au format RTF, automatiquement ça tente d'accéder à une ressource externe et ça envoie mon HNTLM, assez embêtant. Et la même chose avec Office, avec un document Word, en fait avec une fonctionnalité qui s'appelle subdoc, où on peut spécifier une option qui est target, et on dit target égale... C'est-à-dire je vais chercher un autre document voilà, dans le document. Quoi. Le contenu, ça permet en fait d'inclure un autre document dans un document Word, et là on dit le document il se trouve sur un partage SMB sur Internet, et donc dans ce cas-là, Word essaie de se connecter sur ce partage-là, et si derrière il y a un responder qui demande une authentification, il peut récupérer le hash, enfin le challenge de la négociation. Il peut surtout essayer aussi de négocier un protocole plus faible que NTLM v2 et passer à du LM et un truc pourri qui permettra de casser le mot de passe très facilement. Alors j'ai juste une question à la lecture, là on parle de SMB, oui. Ça c'est quelque chose qui dans une entreprise à peu près normale ne devrait pas sortir sur Internet parce que justement la protection périmétrique ne devrait pas permettre de faire du SMB vers Internet. Est-ce que ça pourrait pas marcher sur un serveur HTTP qui fait l'authentification tu mets ce que tu veux, parce qu'en fait, moi je l'ai testé avec Word et PDF, c'est si tu mets un lien HTTP ou HTTPS, pareil, l'outil, que ce soit Outlook ou Word, va aller chercher l'élément. Par contre, après, il n'y a pas d'authentification type NTLM, donc tu ne peux pas récupérer le HTTP. Sur du web. Moi, ça ne l'avait pas fait, je l'ai essayé, ça n'avait pas marché. Il le bloque. Parce que il accepte l'authentification, et pour tout ce qui est HTTP, il va bloquer au moment de l'authentification, parce qu'il va voir que c'est pas ton réseau local. D'accord. Moi, la problématique que j'avais, elle est différente, c'est qu'en gros, la librairie interne qui est utilisée pour faire cette requête-là, pour moi, n'a pas la capacité de faire la négociation NTLM, et c'est moi ce qui avait bloqué. Après, je me trompe peut-être, mais... parce que autant quand tu passes sur un lien SMB, la librairie, elle fait la négo NTLM SSP, je sais plus, SSP. Alors que quand c'est vraiment du web, ça part sur une autre lib, et sauf erreur de ma part, la lib ne sait pas faire de négo, c'est juste un wget, quoi. Elle ne sait pas faire plus. Okay. Par contre, elle sait passer par un proxy. Donc si tu as un proxy d'entreprise, bah, tu passeras quand même par le proxy d'entreprise et tu sortiras. Alors on parlait de canaux cachés. Qui en parlait tout à l'heure? C'est pas vous? AirGap? Non, qui parlait d'AirGap? Quelqu'un a parlé d'AirGap tout à l'heure, une des deux présentations, je sais plus qui. Si, les réseaux non connectés, vous en parliez. Et donc ça, c'est une technique assez rigolote. Il y en a qui ont des ThinkPad ici. Voilà. Et donc en fait, sur les ThinkPad, vous voyez, à côté du petit logo, il y a une petite diode rouge. Et en fait, des chercheurs ont trouvé comment allumer et éteindre la diode. En fait, c'est hyper simple. Et à partir de ça, ils arrivent à communiquer en morse. Et donc on peut exfiltrer très lentement des données. Petite astuce rigolote. Donc il faut surveiller que sa diode elle clignote pas. C'est ça. Tu mets Faut du mettre un scotch. autocollant. En fait, on peut faire la même chose sur un pixel de l'écran par exemple. J'ai des autocollants non limite sécu si vous voulez. Parce que la LED est un additif. Le dernier est assez intéressant aussi. J'ai pas mis de lien parce que en fait j'en avais pas trouvé. C'est une fonctionnalité de debug de .NET, enfin d'ASP.NET, qui est très très souvent laissée active sur de la production, qui s'appelle ASP.NET Tracing. En fait, vous avez une URL avec une page qui s'appelle, je sais plus comment, j'arrive même plus à le lire sur mes slides. Mais en fait, on arrive, trace, c'est /trace, et en fait, on arrive sur une page avec toutes les transactions en temps réel. Et en allant sur détail, on a le détail complet de la transaction, les cookies, mais on a surtout, quand c'est une page qui s'appelle login, on a surtout login et mot de passe. C'est beaucoup plus intéressant. Donc si vous mettez en prod des applications .NET, vérifiez bien que cette fonctionnalité est désactivée. Ça aussi, ça fait pas mal de bruit. Donc il y a en 2000, alors c'est 15 ans, donc en 2002, je crois, 2003,
des chercheurs de F-Secure qui étaient à une conférence en Allemagne se sont fait voler leur ordinateur portable dans une chambre d'hôtel sans effraction. Et donc ils se sont dit, ok, ça veut dire que quelqu'un a piraté la serrure de ma porte d'hôtel, donc je vais casser le système. 15 ans après, ils ont cassé le système. Enfin 14 ans après. Donc ils ont mis 14 ans pour casser le système. Et ils ont Ils ont peut-être réussi... fait d'autres trucs quand même. Non, Je non, sais pas si c'est vraiment 14 ans à faire ça. stop jour et nuit. Ça fait cher, mais Et donc ils ont réussi à casser le système et à créer une clé qui s'adapte et ouvre toutes les serrures, les ascenseurs, etc. Et donc ça remet en cause la sécurité de millions de portes d'hôtels. un peu eu droit, ils ont le droit de faire ça. Alors ça dépend si c'est un système d'information, tout accès Et c'est un dans IoT. un Est-ce que système c'est un d'information. Mais la réponse est non. Non, normalement pas tu le n'as pas le droit de le faire. Sauf si la serveur leur appartient. Ça se trouve. Alors la solution n'a pas été publiée, mais vu les informations qu'ils donnent dans leurs vidéos, je pense que ça ne doit pas être si compliqué que ça de reproduire leurs Ça a quand même travaux. pris 15 ans. C'est ce que j'allais dire. Tu peux pas dire que c'est ça. Ensuite, ça, j'ai trouvé ça très rigolo. Rowhammer accessible depuis Internet, depuis le réseau. Alors en fait, sur certains systèmes plutôt utilisés dans certains gros data centers et certains hébergeurs d'une certaine taille, il y a des systèmes réseau qui permettent d'avoir un accès direct à la mémoire. C'est juste pour gagner du temps. Et donc en fait, dans ces cas-là, on peut, depuis le réseau, envoyer des trames qui arrivent directement dans la mémoire. Et donc, par ce biais-là, il est possible d'exploiter Rowhammer. Donc Rowhammer, je le rappelle juste, c'est pas une vulnérabilité, on va dire une vulnérabilité matérielle qui fait que si on lit un très grand nombre de fois sur la même zone mémoire, il y a un mécanisme quantique qui fait que en fait, il y a des électrons qui s'échappent. Ça fait flipper, ça fait changer des bits qui se trouvent à côté de l'endroit où on lit. Et donc ça permet de faire changer des bits et donc de potentiellement faire des élévations de privilèges. Oui, tout à fait. Et du coup, ça a été prouvé que ça pouvait se faire de plein de manières différentes, notamment en JavaScript, Oui, depuis un navigateur. ce qui était assez intéressant, et maintenant même sans interaction utilisateur. Donc là, il suffit Ouais. d'envoyer. En fait, il suffit C'est d'envoyer pas des un paquets. utilisateur là-dessus. Non, mais en fait, je veux dire, il y a pas, le système il fait rien en fait. Ah oui. Tu le bombardes de paquets et ça fait changer l'état de la mémoire. quoi. Il y en a un autre dans le même genre sur les smartphones avec GPU et exploitable avec JavaScript. Ah oui. Ouais, parce que les GPU aussi ont un accès direct à la mémoire et c'est moins protégé que sur les processeurs de données. C'est le même principe. Amusant. Ensuite, sur les sites piratés, donc il y a des membres du gouvernement allemand qui se sont fait pirater tout simplement parce que une plateforme de formation qu'ils utilisaient, une université interne, a été piratée, a été utilisée comme relais pour faire du waterhauling et pirater les employés. Formation sécu. J'ai pas été regardé, mais possible. CCleaner, donc ça vous vous souvenez, c'est donc le petit logiciel qui permet de nettoyer les postes, qui a été distribué une certaine version avec une backdoor, enfin une porte dérobée dedans. Donc l'historique de la compromission a été publié et en gros ce qui s'est passé c'est qu'un développeur s'est fait compromettre son TeamViewer. Par là les attaquants sont rentrés, ont compromis son poste, on rebondit par RDP sur un poste de rebond de développeur, on compromis également ce poste en faisant un pivot et de là on rebondit sur le serveur de compilation, enfin de développement pour injecter la porte dérobée dans l'outil et le distribuer. Le nombre de gens qui sont poutrés par TeamViewer ou VNC, impressionnant quand même. Ouais. Pas TeamViewer, je pense pas qu'il y ait des faiblesses de sécurité qui aient été mises en avant récemment. C'est mal utilisé quoi. On ne sait pas quel est son mot de passe. Ouais, voilà. Toto par exemple. Comment tu sais? Ah oui, donc nous en avions parlé le mois précédent, le mois dernier. Donc des vulnérabilités sur la routeur Cisco ont été publiées. Il y en avait 3. Il y avait un compte avec des privilèges très élevés et non documentés, un buffer overflow et la fonctionnalité Smart Install qui n'était pas désactivée. Donc on pouvait à distance prendre le contrôle du Récupérer la routeur. configuration et la modifier à Oui. distance. Et donc là en fait je crois que c'est le buffer overflow, le code avait été publié, a été donc qui réalisait un délai de service, a été exploité massivement par des patriotes américains contre des routeurs russes et iraniens parce que je pense que pour répondre à la situation géopolitique actuelle voilà.
C'est bien parce que cette phrase, tu peux la réutiliser quel que soit le contexte géopolitique actuel. Des pirates de Corée du Nord. Sinon, côté bancaire, encore des attaques sur Swift. Donc là, c'est au Mexique. Et j'ai fait une faute d'orthographe, mais c'est pas grave. Donc là, ce sont des banques mexicaines. Apparemment, il y a plusieurs banques qui ont été compromises. Et donc, des virements ont été effectués et de l'argent volé. Et donc, il y a eu un communiqué de la Banque centrale mexicaine pour demander à toutes les banques de durcir leur configuration Swift et de. Certaines ont été carrément déconnectées du réseau. Mais on demandait de vraiment faire des efforts là-dessus et surtout d'embaucher, souligné à la fin, d'embaucher des experts en sécurité pour travailler sur le sujet. Et du coup, est-ce que ça modifie un peu le marché? Parce qu'il me semble qu'il y a quand même des concurrents. En fait, Swift, c'est pas le seul acteur. C'est Il le y a principal, monopole. mais Je pense qu'il y a d'autres. D'autres chaînes. ce serait potentiellement une solution. Il y a BNP, attends, il y a 3-4 banques qui ont mis un truc en place là, avec un nom genre 3CN ou 3, je sais pas Ouais, quoi. ils font des tests, quoi. Justement pour essayer de faire des transactions comme ça sans passer par Swift. C'est au-dessus d'un certain montant. Je sais plus, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais enfin, il y a des banques françaises qui essaient ça depuis plus d'un an déjà. Alors, je regarde juste la moyenne d'âge parce qu'il faut se souvenir de la publicité de l'époque. Vous vous souvenez de la publicité Plexitron? Quand il n'y en a plus, il y en a encore? Non, bon. La Plexitron, en fait, c'est génial parce qu'en fait, quand il n'y en a plus, en fait, même avec une goutte, vous pouvez faire la vaisselle. Et donc là, Equifax, il y a eu une compromission avec un vol d'un grand nombre de données personnelles d'Américains. On s'est rendu compte après que finalement, il n'y avait pas que des Américains, il y avait aussi des Canadiens, puis ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des Anglais et des Européens, etc. Et donc là, encore plus. Donc il y a 38 000 apparemment permis de conduire dans le leak et apparemment 3 000 passeports, un peu plus de 3 000 passeports qui aussi auraient fuité. Donc là, il y a un petit tableau qui reprend le nombre de données qui auraient fuité. Et donc, en gros, tous les 2 mois, on apprend qu'il y a de nouvelles données qui auraient été volées. Ouais, sur la partie SI industrielle, j'ai mis 2 news. La première est assez intéressante, c'est une étude de Kaspersky, qui est une équipe dédiée sur les systèmes industriels, qui a étudié la sécurité du protocole OPC-UA et surtout des implémentations les plus courantes. Il faut savoir que OPC-UA, c'est un protocole qu'on peut considérer un peu d'avenir, contrairement à ce qu'on voit d'habitude dans les SI industriels. C'est pas un protocole legacy qui existe depuis 20 ans, ça a été créé relativement récemment pour échanger des informations entre le SI industriel et l'extérieur, en tout cas pour l'interconnexion de systèmes. Donc c'est ce qui va se retrouver dans les SI industriels dans les 20 prochaines années. Donc ils ont étudié le protocole, les exemples d'implémentation qui étaient fournis, et 2 autres implémentations tierces. Ils ont trouvé 17 vulnérabilités inconnues. Et du coup, leur commentaire, au-delà du fait bon, que quand on regarde, on trouve des vulnérabilités, c'est à peu près normal, mais que c'est quand même plutôt mal fait, que les exemples sont troués déjà sur le site, donc quand les développeurs implémentent eux-mêmes, c'est pas top. Et voilà, même les grands industriels, quand ils l'utilisent dans certains produits, font également des erreurs. Donc c'est un peu embêtant parce que c'est ça le futur. Vous pouvez espérer que la sécurité s'améliore, mais visiblement pas gagné. Le deuxième lien, c'est une petite étude sur les vecteurs d'attaque sur SI industriel par Positive Technology. Il n'y a rien de très nouveau dans cette étude, mais il y a des jolis graphiques et c'est assez sympa. Ça montre un peu ce qu'ils ont fait en audit et les chemins qui leur ont permis de compromettre des SI industriels. Alors, en nouveauté. Ah oui, alors ça c'est pas vraiment nouveau, mais je trouve l'article est intéressant. C'est sur des vieux microcontrôleurs Intel. C'est un article qui explique comment contourner la protection de code. Donc la protection de code, elle est censée empêcher la reprogrammation du microcontrôleur. Et en fait, en le décapant, en mettant du vernis à ongles sur une partie et en exposant à des UV, on peut changer la valeur justement de la puce qui contient la donnée qui dit le code est protégé. Et ensuite, on peut le réécrire. Bon, en fait, ce qui est bien, c'est que vu que c'est un microcontrôleur qui est ancien, c'est pas trop petit, quoi. Donc on peut le faire avec ses doigts. Donc c'est intéressant, même si c'est pas nouveau du tout. En crypto, donc il y a TLS 1.3, donc ça y est, c'est terminé. Il commence à être implémenté dans les navigateurs. Alors, sauf erreur de ma part, avec TLS 1.3, le déchiffrement SSL, ce sera terminé. Et on ne pourra plus faire d'authentification sans chiffrement non plus, je crois. Ouais. Ce qui est quand même un peu embêtant. Donc ça a posé pas mal de problèmes dans les entreprises qui veulent faire du déchiffrement SSL sur les flux web pour faire un petit peu de sécurité à ce niveau-là. Oui. Donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas, je crois que Chrome l'implémente déjà. Firefox, je suis pas sûr. Je sais pas. Ah c'est bien, t'as mis le drapeau, j'avais peur.
Du coup, sur la partie test d'intrusion, technique et outils, donc quelques éléments sur Windows Active Directory. Le premier qui est assez intéressant, donc c'est l'élévation de privilèges à des mauvaises configurations des permissions dans les services Exchange. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Exchange, c'est extrêmement compliqué à mettre en œuvre et que globalement, on est obligé de donner des privilèges très très importants à un certain nombre de sous-systèmes d'Exchange et qu'au final, quand on réussit à compromettre un serveur Exchange, on finit souvent par devenir administrateur du domaine assez facilement. Donc là, c'est quelqu'un qui a travaillé sur AD Control Pass, quelqu'un qui doit travailler ou qui a travaillé à l'ANSI, j'imagine, qui maintenant a publié quelques éléments pour exploiter les mauvaises configurations des permissions. Quelques scripts de brute force Active Directory via Kerberos au lieu d'utiliser NTLM parce que ça génère moins de traces. Quelqu'un qui explique comment faire du passage sur bureau à distance. Donc il faut savoir qu'avec Windows 2012, je crois Microsoft a introduit une fonctionnalité qui s'appelle le Restricted Admin Mode qui sur les serveurs permet de limiter le mot de passe en mémoire. L'effet de bord, c'est que maintenant on peut faire du passage pour faire du RDP. Donc là, c'est un petit bloc qui explique comment faire, c'est assez intéressant. Et dernier point, qui peut être un peu inquiétant, c'est une nouvelle génération d'outils qui existe, c'est de l'élévation de privilèges automatisés au niveau Active Directory. C'est pas révolutionnaire, néanmoins ça automatise l'exploitation de chemins de compromission découverts avec Bloodhunt. Donc c'est un peu je clique et ça fait l'élévation de privilèges tout seul. C'est comme Death Star, non? C'est un peu comme Death Star. C'est le même problème, c'est que ça sait exploiter que des relations relativement simples. Par exemple, je suis dans un groupe qui est dans un groupe qui est dans un groupe. C'est pas mal. C'est pas mal, mais il ne sait pas encore dire tiens, je suis admin d'une GPO qui est appliquée sur telle machine sur laquelle un administrateur se connecte. Enfin voilà, c'est plutôt des choses simples, mais c'est un peu le futur des outils d'intrusion Active Directory où finalement c'est de plus en plus simple pour l'auditeur. Enfin, c'est de plus en plus difficile à créer, mais de plus en plus simple à utiliser. Et quelques scripts pour évaluer la sécurité de vos ressources AWS et Google Cloud, donc notamment les buckets S3 qui seraient mal protégés ou pas protégés, etc. iOS, justement, on en parlait, avec la version 11.4, donc qui va sortir très prochainement, qui est sortie. Une nouvelle fonctionnalité a été mise en place qui s'appelle... Je ne l'ai pas mis, voilà, c'est pas le nom de la fonctionnalité. En gros, l'intérêt, c'est si vous ne touchez pas si vous ne déverrouillez pas votre téléphone ou iPad pendant 7 jours, la partie données du Lightning, donc de l'USB, sera désactivée. Ce qui veut dire c'est que si je suis un voleur, que j'arrive à voler votre téléphone, que je le laisse sur un chargeur pour attendre qu'une vulnérabilité sorte ou un jailbreak sorte pour le jailbreaker, je n'aurai que 7 jours pour le faire. Donc c'est pas mal, ça va embêter beaucoup d'agences gouvernementales, je pense. Parce qu'ils n'auront plus que 7 jours pour exploiter les vulnérabilités. Après, ce que je me dis, c'est que si on prend un téléphone, on sort la puce, on l'éteint, et après, lorsqu'on le rallume, il suffit de le mettre sur une antenne qui donne une fausse date. Il y a peut-être moyen de tricher à ce niveau-là. Il faudra voir si Apple a pensé à ça ou pas. Le suivant, c'est juste un blog assez intéressant. C'est quelqu'un qui milite pour que les entreprises payent des gens à temps plein pour faire de vrais inventaires, parce qu'il considère qu'en fait on ne peut pas faire de la sécurité si on ne sait pas ce qu'on a sur son parc informatique. Donc c'est une vision qui peut sembler un peu passéiste. Non, je suis pas d'accord. Mais c'est vrai que c'est la base. C'est un chiffre fondamental. Les Oui, mecs, mais ils ça peut savent déjà sembler. pas ce qu'il y a chez eux. Non mais, ils veulent faire de la sécurité. Lol. Moi, je connais des entreprises qui payent des gens pour ça. Bah, c'est bien. Le dernier est très intéressant, parce que Windows, de façon pas chère, il n'y a que le login et le mot de passe pour s'authentifier. Il y a certaines boîtes qui mettent en place des cartes à puce, ce qui est vraiment... Tu as quand même maintenant sur les modèles récents, tu as une TPM que tu peux utiliser en combinaison avec Windows Hello, avec soit la reconnaissance faciale, soit le capteur d'empreinte Jusqu'à digitale. récemment. Ouais. Oui. Ouais. Je suis pas hyper fan de la biométrie, mais bon. Et là, l'intérêt, c'est que donc on va pouvoir utiliser les petites clés Yubico. Donc c'est des clés, ça ressemble à une TPM quoi, finalement. C'est ce que vous a distribué l'OCIR et C'est qui ne ce- fonctionne pas. Ce sont les petites clés que vous a offert l'OCIR l'année dernière. Et donc ça permettra de s'authentifier sur les postes Windows 10. L'intérêt, c'est que finalement c'est assez proche d'une carte à puce, mais beaucoup moins cher. Par contre, l'intérêt de la carte à puce, c'est qu'on peut payer la cantine avec et ouvrir les portes à badge. Et puis par rapport à la biométrie, c'est révocable. Aussi, va réévoquer ton visage. Le visage, c'est possible. Les empreintes, c'est plus dur. Ça coûte cher. Ensuite, business et politique. Bon, ça c'est juste pour faire l'auto-promo de la France. C'est que donc il y a eu un exercice de l'OTAN auquel ont participé pas mal de Français. Et apparemment, les Français étaient classés premiers
de l'exercice de l'autre. Premier en quoi? En fait, c'était attaque-défense et je pense que les Français étaient les meilleurs défenseurs. Le Team Red Team. Et les Américains, les meilleurs attaquants? Le prix de l'expert journalier. Bon après, donc oui, ça c'est rigolo. Le TJ, le TJ des experts de l'ANSSI passe à 1 200 €. On se rapproche des C'est taux pas de trop Wavestone. moisi, ça. Hmm C'est plus ancien. Ça. Non, cela dit un mois et Bon, de demi. toutes les manières, ils n'envoient jamais de facture, donc ça n'a pas d'importance. C'est gratuit, c'est payé par tes impôts. Et le dernier, c'est juste lundi. Donc hier, il y a eu une panne assez généralisée de chez Orange qui a impacté tous les opérateurs de téléphonie. C'est un truc qui a pris feu, non? Je sais pas, c'était dans un data center et j'ai pas eu l'info de ce que c'était réellement. Il me semble que c'est un truc qui a pris feu. Je sais pas si c'est pas les équipements, tu sais, qui font l'équivalent du DNS mais en téléphonie. J'ai oublié le nom. C'est les boîtiers d'aiguillage, Je sais c'est la pas. même chose que ce qu'avait eu Bouygues. Euh, C'était le matin, non? Ouais, c'est ça. Vers 10h. Ouais. oui, de 10h à 16h. Entre les pannes free et pannes orange. C'était quand? Hier, entre 10h et 16h. Ah bon? Ce matin encore? Oui, on sort des Ah, mais je sais pas en France. Sur donc internet, c'est pour ce ça que matin, il y avait des trucs qui étaient tout pétés. Donc, bon, vous avez tous entendu parler du scandale Cambridge Analytics. Donc voilà, une entreprise qui a collecté massivement des données à partir de Facebook. Ouais, alors c'est pas tout à fait ferme l'entreprise. C'est C'est Ils pas... changent de Attends, nom. non, n'introduis pas le slide suivant. D'accord. La maison mère a décidé de fermer l'entreprise. On en reparlera au slide suivant. Et tu parles d'autres applis Facebook ou pas? Non. Ok. Enfin, ce qu'il faut savoir sur Cambridge Analytics, c'est que le scandale est venu par là, mais toutes les applis Facebook, dont Farmville et autres saletés, font exactement la même chose depuis toujours. Oui, enfin, tout le monde fait la même chose. Donc, et c'est pareil pour les applis sur les téléphones mobiles. Donc le fait que le Sénat américain décide d'interpeller Zuckerberg pour savoir ce que c'est que ça, c'est juste une vaste plaisanterie. Oui, il en fallait un. C'est tombé sur Facebook, voilà. Pas sur Cambridge. Le deuxième, Ça avait un impact je crois que c'est positif, David qui l'a quand mis, même. mais c'est qu'en fait, Google Maps, avant, l'API était gratuite, où on pouvait Sous vraiment certaines faire, conditions, ouais, ouais. et faire un grand nombre d'appels. Ouais. Maintenant, c'est devenu payant. Ouais, c'était déjà payant et c'est devenu beaucoup Beaucoup plus cher. plus cher. Bah, c'est en fait tous les acteurs du cloud qui avaient des services peu chers, voire gratuits, pour avoir un espèce de produit d'appel, ont augmenté leurs tarifs. Office 365 l'a fait récemment, là les prix ont explosé. Ah. Azure, pareil, x2. En pro ou perso? Pro. Parce que moi j'ai pas. Ah oui, non, je parle que du pro. Azure, pareil, les prix ont fait quasiment x2 d'un coup. Et on parlait de Cambridge, donc Analytica. En fait, ils sont de retour, même adresse, même direction, mêmes investisseurs, il y a juste le nom qui change. Voilà. Et merde, data. Pas mal. En français, ça donne bien. Donc, voilà. Bon, ils sont quand même fait attraper. Ils ont gardé les données. Alors ça, c'est vrai que j'ai eu plusieurs articles sur le sujet, les fameux agents dormants. En fait, vous en avez parlé tout à l'heure durant votre présentation. C'est donc les intrusions sur des SI où les intrus ne volent rien, ne cassent rien, enfin volent rien, ne font que du repérage de l'information, regardent comment sont faites les architectures, quelles sont les solutions de sécurité, essaient de récupérer même des docs d'archi, des trucs comme ça, mais pas plus. Donc c'est vraiment du repérage. Donc ça inquiète en particulier l'ANSSI, avec raison. Bah, il y a une section de la NSA qui a annoncé qu'il y a longtemps qu'elle faisait ça, c'était ça son boulot en fait. Enfin, la NSA, ça fait 20 ans qu'ils font, 30 ans Ouais, qu'ils du font ça. conditionnement. 30, 40 ans. Même. Pas depuis les années 80. Il y a même des gens qui font ça sans informatique. Oui. Enfin, je pense que enfin, la NSA le fait effectivement depuis 30 ou 40 ans, et puis je pense que tout le monde commence à le faire depuis plusieurs années, enfin, voire même une décennie. Les autorités chinoises. Ah oui, faut que je corrige. Bon, je vais juste parler du dernier. Donc LinkedIn, je ne sais pas si vous savez, fait des comptes shadow.
C'est-à-dire qu'il crée des comptes des gens à partir des liens de contact. C'est-à-dire que si en fait dans votre téléphone vous partagez votre contact avec LinkedIn et que moi je suis dans votre contact et que j'ai pas de compte LinkedIn, LinkedIn va créer un compte shadow avec mon profil et ensuite va essayer de collecter de l'info sur moi pour le jour où je me connecte, que j'ai déjà plein d'infos sur mon profil. Et donc Facebook fait pareil, c'est pas vraiment une surprise. Par contre leur explication est bizarre, c'est pour des raisons de sécurité. Pour éviter l'usurpation d'identité, ça Je sais pas, peut-être. Ça marche bien, le règlement sur la protection des données, je sais pas. C'est dans 10 jours. Je suis Mais pas c'est- spécialiste, c'est pas trop mon truc, mais C'est j'ai très l'impression bien, que ça me mais paraît pas... Est-ce que tu as vu le slide d'après? Parce que c'est justement, ça introduit très bien la meilleure solution Oui, je l'ai vu. pour la mise en conformité GDPR, c'est d'exclure les Européens. Ouais, j'ai vu ça. Je pense que le site c'était une blague, mais donc il y avait un site qui proposait juste de bloquer tous les Européens de façon payante. Et c'est vrai que finalement c'est la meilleure solution pour être conforme GDPR. Tout ça est faux. Hein. Comment? Tout ça est faux. Non mais c'est une blague. Mais enfin, on voit quand même des articles dans une presse, je sais pas, qui sont qu'un tissu de mensonges. Enfin, genre le mec qui ferme sa boîte à cause du RGPD. Ouais. Et ça, c'est dans la presse, qui ne devrait pas diffuser de fausses nouvelles. Si les journalistes vérifiaient leurs informations. Pardon. Conférence, alors passée. Il y en a eu, hein. Oh, dis-moi alors parce que j'ai vraiment. Non, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a eu comme conférence récemment vraiment Je pense qu'il y a intéressante eu qu'on a Hack in the oublié Box, de... Amsterdam. Ah oui, il y a eu Hack in the Box. Ouais. Il y a eu Defcon China. Il y a eu Defcon China, ouais. Je les rajouterai. Prochaine conférence, donc la B-Rump, donc à l'EPITA le 31 mai. Il n'y a plus de place. Oui, mais C'est parti en 24 heures, même pas. c'est parti assez vite. Ce qui est C'est parti en rigolo, 2 heures. En ce qui est- fait, l'anecdote, c'est que Beerump, ça a été créé en En contestation réponse à à Stick, Stick. où on ne pouvait pas avoir de place. Et 3 ans après, ils ont la même malédiction, c'est-à-dire que je crois que c'était en moins de 2 heures. Et ils ont enlevé le taunt du site. Ils ont enlevé le marre de faire F5 pendant 24 heures au moment où ils se sont dit bon on arrête. Voilà. alors que Stick maintenant, il y avait des places pendant plusieurs jours. Encore aujourd'hui. Et il y en a encore là? Ouais, Ils ont tweeté, vous il pouvez reste encore des places. vous inscrire. D'accord, bon. Autre conférence, Pass the Salt. Ouverture des places demain à 10h. C'est gratuit. C'est gratuit, il y aura 200 places, je crois. Seul pour les premiers à faire F5. Ok. L'OCIR est... L'OCIR est sponsor. Les sponsors. Alors, les derniers slides. Il n'y a pas un tort bientôt de l'OCIR. Eh ben, on en reparlera. Donc No Limit Sécu est référencé sur Deezer. Si vous avez un abonnement Deezer, Et si vous aimez No Limit vous pouvez Sécu. écouter No Limit Sécu. Non, mais même si vous n'aimez pas No Limit Sécu, vous pouvez écouter No Limit Sécu. Twitter et GitHub ont eu un petit problème de sécurité apparemment concernant leur mot de passe. A priori, ils auraient été stockés dans des fichiers de log. Mais est-ce que c'est pas un composant qu'ils utiliseraient tous Je les deux, suppose parce que c'est c'est quand même ça. très louche, quoi, Au d'activer même le moment, ouais. les deux ont eu la même alerte, donc ouais, c'est effectif, ça ressemble vraiment à un composant partagé qui avait le même bug. Donc en fait, c'est juste qu'à priori, les mots de passe étaient aussi stockés dans les fichiers de log à l'authentification. Ça c'est plus réseau, mais c'est pas vraiment sécu, mais c'est quand même important. Le dernier sous-réseau /22 a été vendu, donc qui était dans ce /8, pardon, dans ce /8 là. Donc le dernier disponible a été vendu. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'adresse IP V4 à la vente. Par contre, à la revente, il y en a beaucoup, mais à la vente, il n'y en a plus. Mais alors ça m'a fait beaucoup rire. Donc, je crois que c'est Mounir Majoubi qui a lancé le débat en disant qu'il voulait une messagerie chiffrée pour entre guillemets les ministres et députés parce que ils utilisaient pour la plupart Telegram et donc ils veulent utiliser la messagerie qui est basée sur Riot. Alors ce que j'adore c'est que Riot, l'un des fondateurs, dit plutôt que de créer un 15e standard, on va essayer de tous les unifier. À chaque fois que je dis un truc comme ça, ça me fait penser à cette blague de XKCD. Où en gros ils disent voilà on va essayer de unifier les standards et en fait on se retrouve avec un énième standard de plus. Pour la petite histoire aussi, Riot c'est ce qui est à la base de Citadel de Thales Qui avait été présenté à l'OCIR. qui avait été présenté à l'OCIR Et dont la vidéo n'est pas disponible. et dont la vidéo n'est pas publiquement disponible effectivement. Elle n'est pas disponible, je l'ai effacée bien sûr. Ensuite, donc le reporting de vulnérabilité c'est compliqué. Donc là c'est une personne qui carrément sur Twitter a posté donc pour Vélib,
le fait que lorsqu'il se connectait sur le site de Vélib, je ne sais pas ce qu'il faisait exactement, mais il y avait une erreur SQL avec login et mot de passe. Ah, c'était exceptionnel. Et bon, voilà, enfin, la réponse de Vélib est Après, pas le mal problème, c'est aussi. que la personne qui fait cette réponse, évidemment, son métier, c'est pas de traiter des incidents de sécurité, quoi. Enfin, poser la tu question, n'as quoi. pas à publier ça publiquement et à dire. Ça, je suis d'accord. C'est pas très sympa de sa part. C'est pas très malin, surtout. Bah attends, c'est son truc. À lui, il a un message d'erreur, le public, je trouve ça normal. En fait, d'après son message, il sait que c'est pas normal. Donc vous il êtes y a, sympa, en il y a fait. une intention quand même malveillante. Non, Ouais, il il s'inquiète demande pour la juste sécurité de l'avis ses la données. CNIL. Il a Non, demandé je- l'avis de bah, la CNIL moi, je sur pense ses données qu'il- personnelles, je suis désolé. Légalement, il est oui encore. Légalement, je pense qu'il est en tort. Tu mets pas le mot de Oui, passe, quoi. bien sûr. Mais c'est pas lui qui est le public, c'est le site. Enfin bon. Alors, prochain rendez-vous de Léocien, parce que justement on en a parlé. Prochaine réunion, mardi 12 juin. Prochain afterwork, potentiellement le mardi 29 mai. Ça demande confirmation. Théoriquement, ce serait au Maximilien, un bar qui se trouve dans le 12e, près de la gare de Lyon. Et théoriquement, il y aura une présentation d'Alcide. d'Alcide sur Uncover DC Shadow. Donc leur méthode de détection de l'attaque qui avait été présentée par Vincent Letour et Benjamin Delpy. Donc nous vous confirmerons le lieu et la date. On va quand même essayer de s'y tenir parce que ça fait un bout de temps qu'il n'y a pas eu d'afterwork. Parce qu'en fait le lieu où nous étions précédemment en fait, a fermé, a fait faillite malheureusement. C'est vrai qu'on n'a pas. Ça n'avait rien à voir avec le fait qu'on faisait des afterworks là-bas, par exemple. Il faut juste le Non, non. préciser quoi. C'est voilà, et donc en fait on a eu du mal à trouver un lieu et c'est vrai qu'on est tous pas mal chargés, ce qui fait qu'on a aussi on manque de temps pour s'occuper de ça. Donc voilà, j'espère qu'on arrivera vraiment à réaliser Afterwork donc dans 2 semaines. Si vous avez des questions, c'est le moment. Info oubliée, n'hésitez pas à nous envoyer des mails si on a oublié des choses. Et voilà. Merci à vous.